Perdre un enfant est déjà un cauchemar, mais quand en plus on est accusé à tort de l'avoir tué, cela devient une véritable horreur. C'est pourtant ce qui est arrivé au papa du petit Johan. En février 2011, Dominique emmène son fils de 4 mois à l'hôpital de l'Aigle dans l'Eure. Il explique que son fils est tombé accidentellement du lit alors qu'il en avait la garde et qu'il est inconscient. Mais sur place, les praticiens sont sceptiques. Des expertises médicales sont effectuées. Johan présente un traumatisme crânien et un hématome sous-dural chronique. Un diagnostic tombe. Le nourrisson aurait été victime du syndrome du bébé secoué. Il aurait été secoué à plusieurs reprises et il ne survivra pas. Dominique, le papa de Johan, est tenu pour responsable de la mort de son fils. En mars 2018, il est condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Il passera 4 mois en prison avant d'être finalement innocenté en appel. Car en réalité, le petit Johan était atteint d'une maladie neurologique et il y a eu une erreur de diagnostic. Dominique Baril a vécu ce qu'il y a de pire pour un père. Être accusé d'avoir tué son bébé. La justice l'a longtemps soupçonné d'avoir secoué Johan. Après 8 ans de procédure et près de 4 mois de prison, il a finalement été innocenté en appel. Il y a quand même eu 8 ans de souffrance, quoi. 8 ans qui étaient très très durs. Et là, être acquitté, c'est merveilleux, quoi. De toute façon, je pense qu'on fait jamais le deuil quand on perd un enfant. Mais là, notre enfant, ça fait 8 ans qu'il est décédé. Et là, ça fait seulement 6 mois là, que ça s'est arrêté. Et voilà, depuis 8 ans, on nous a demandé tout le temps à quelle heure vous lui avez donné le biberon ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Enfin, pendant 8 ans, il a fallu se repasser le pire jour de notre vie, en fait, quoi. Ce père de famille a été condamné en première instance sur la base d'une expertise établie en suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle dresse des critères précis pour établir le diagnostic du syndrome du bébé secoué. Ce qui fait débat dans le milieu médical, c'est même une aberration pour le docteur Maresco. Le plus gros problème pour moi, c'est qu'elle dit que le diagnostic peut être établi avec certitude et que la nature violente, délibérée du geste peut être établie avec certitude. Aucun médecin légiste, aucun médecin n'a de certitude. Depuis, d'autres spécialistes ont démontré que Johan souffrait en fait d'une maladie neurologique. Sa mère en veut aux premières expertes qui se sont contentées, selon elle, de suivre les recommandations. Pour moi, elles n'ont rien d'expertes, ces personnes, en fait. Elles ne sont pas neurologues, elles n'ont pas de spécialité, en fait, dans le domaine. Je sais même pas pourquoi on leur confie ce genre de dossier. Et elle, à partir du moment où il y a un hématome sous-dural, ça y est, c'est bébé secoué, quoi, forcément. Plusieurs centaines de familles seraient ainsi victimes de cette recommandation. Leur avocat, Grégoire Etriard, a pris une décision radicale. Il demande à la Haute Autorité de Santé de la supprimer. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut combattre la maltraitance infantile. Le problème des recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est que par une erreur de diagnostic médical, on entraîne des erreurs judiciaires. Des personnes qui n'ont strictement rien fait, dont l'enfant a simplement une maladie génétique ou a pu faire une petite chute et qui se retrouvent pointés du doigt comme auteurs de violences alors qu'ils n'ont strictement rien fait. La Haute Autorité de Santé est en train d'étudier cette demande avant d'y répondre. En cas de refus, l'avocat du couple a déjà prévenu qu'il allait saisir le Conseil d'État. Voilà, c'est une affaire vraiment terrible. On imagine la douleur de cette famille, de ce papa qui a été condamné quand même à 8 ans de prison alors que son fils était simplement malade. C'est pour ça que je voudrais, Charlotte Durand, qu'on revienne avec vous précisément sur cette affaire et sur ce qui s'est passé le jour de la mort de Johan. En fait, c'était le 1er février 2011. Dominique, ce jour-là, à la garde de Johan et de sa grande sœur, qui est âgée de 4 ans. Et il emmène le nourrisson en catastrophe aux urgences de l'hôpital de l'Aigle, dans l'Eure. Il affirme que son fils est tombé de son lit et il hurle « J'ai tué mon enfant, j'ai tué mon enfant ». Et pourquoi Dominique a-t-il été accusé, en fait? Les expertises, à ce moment-là, révèlent que Johan présente les symptômes du bébé secoué. Le bébé de 4 mois aurait succombé donc à des secouements qui se seraient répétés dans le temps, puisque l'enfant présente un hématome sous-dural chronique. Le père, qui en avait la garde, est donc aussitôt suspecté. En mars 2018, il est condamné à 8 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Eure et il est incarcéré. Mais on comprend bien que quand il dit « j'ai tué mon enfant », c'est parce que l'enfant est tombé, il s'estime responsable du fait que l'enfant a chuté. C'est pas lui qui est en train d'avouer qu'il a tué physiquement son enfant.
enfant. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, grâce à de nouvelles expertises, l'avocat de la famille a démontré que Johan était en fait atteint d'une maladie neurologique. En juin 2018, donc après 3 mois de détention, Dominique est remis en liberté. Et en mai 2019, il est enfin acquitté lors de son procès en appel, après donc 8 ans de combat judiciaire. Maître Florence Rose, c'est assez terrible cette affaire, parce qu'en plus, quand on entend les témoignages, c'est 8 ans de prison auxquels il est condamné, parce qu'il y a au fond une erreur médicale. C'est-à-dire que dans cette affaire, il y a une erreur médicale qui entraîne une erreur judiciaire. C'est exactement ça. Et malheureusement, ça n'est pas si rare que ça, hélas. Et toutes spécialités confondues, hein, puisque dans le cas plus précis des bébés secoués, alors on a vu dans d'autres émissions, on a examiné d'autres cas, qu'il y a des cas avérés de bébés secoués, mais cependant, il y en a aussi un certain nombre qui ne correspondent pas du tout au syndrome du bébé secoué, mais qui, et là il faut faire des expertises pour ça, révèlent qu'il y a des maladies. Notamment, je me souviens de cette affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques années d'un enfant qui avait des fractures sans arrêt, un petit bébé, et les parents ont été mis en cause. En réalité, lorsque l'enfant a été transporté dans un grand hôpital parisien avec toutes les spécialités requises et toutes les analyses possibles, on s'est rendu compte qu'il souffrait d'une maladie rare qui s'appelle la maladie des os de verre. Donc, il se faisait des fractures tout seul, les os se brisaient tout seuls. Les parents ont été disculpés, mais ça a été exactement comme dans ce cas, un parcours judiciaire qui a été très compliqué. On n'était pas arrivé jusqu'à la cour d'assises et jusqu'à la condamnation. Parce que moi, c'est ça qui m'épate le plus, parce qu'on a reçu souvent sur ce plateau des parents qui ont eu des enfants victimes du syndrome du bébé secoué, et qui forcément au début sont soupçonnés. Forcément au début la justice se demande si c'est pas eux. Et j'ai presque envie de dire c'est normal, c'est le processus judiciaire, mais ça ne va pas jusque-là, jusqu'à une condamnation pour 8 ans de prison. Et puis après tout à coup on dit ah ben oui au fait on s'est trompé, c'est l'enfant qui avait une maladie. Alors je n'ai pas connaissance de l'entier dossier bien sûr, je ne sais pas quelles sont les expertises qui ont été faites. En tout cas ça révèle une chose certaine, c'est qu'il ne faut jamais se fier à une seule expertise et que dans tous les dossiers il convient d'ordonner des contre-expertises. J'ai ce souvenir d'un dossier que j'ai traité personnellement, donc là je sais bien ce qu'il y avait dedans. J'arrive à un moment donné du dossier où il y a déjà une expertise qui considère que l'enfant qui est considéré comme victime de viol de son père est présenté comme ayant été défloré. Et cette expertise a entraîné immédiatement l'incarcération du père et la machine judiciaire s'est emballée. Il a fallu quand même demander 2 autres expertises pour démontrer qu'en réalité, le médecin n'avait pas fait son travail, qu'il n'était pas qualifié, qu'il n'était pas compétent, bien qu'ayant la spécialité requise. Et l'enfant a été déclaré comme ayant toujours été vierge, donc non défloré. Il ne pouvait pas y avoir eu viol. Et c'est là qu'on a pu enfin faire comme dans l'affaire que nous examinons, rétablir la vérité. Mais ça a été aussi de l'incarcération, aussi un processus judiciaire, aussi un drame pour toute une famille, parce que ça entraîne beaucoup de conséquences. On voit cette maman qui, 8 ans après, est encore à cran. Bien sûr, elle pleure. Ouais. On sent que c'est encore à vif et elle dit une chose qui est, je trouve, terrifiante. Elle dit, on nous a fait revivre pendant 8 ans la pire journée de notre vie. C'est épouvantable. Et tout ça parce que je crois que dans ces affaires, il faut toujours garder à l'esprit qu'on n'est sûr de rien. Dans notre reportage, on voit le médecin qui dit « Aucun expert ne peut dire à 100% que c'est comme ci ou que c'est comme ça ». Et puis il faut toujours chercher. D'abord, il faut être sceptique. Et puis, il faut chercher toutes les causes. C'est pas parce que le père dit « j'ai tué mon enfant », le pauvre malheureux, il a dû énormément culpabiliser d'avoir laissé tomber le bébé. C'est peut-être l'erreur qu'il a faite au départ, d'ailleurs, d'aller voir la police en disant « j'ai tué mon enfant », mais avec le recul, on comprend, parce que c'est lui qui en avait la responsabilité, l'enfant est tombé, donc il se sent coupable, il va voir la police en disant « mais je l'ai tué parce que je l'ai laissé chuter, peut-être sans m'occuper de lui pendant 2 minutes ». C'est de la culpabilité pure, mais en même temps, les intervenants professionnels sont précisément des professionnels et ne doivent pas se laisser entraîner par ce genre de considération. Ils doivent chercher. Il y a une cause et on sait très bien qu'il peut y avoir de multiples causes à un hématome au crâne ou au cerveau. La seule chose, Maître Florence Rose, quand on vous entend quand même, ça fait peur en se disant si un jour on est confronté à la justice et aux experts. Honnêtement, je pense aux gens qui nous regardent et ils doivent se dire ça fait peur quand même. Parce que si les médecins peuvent se tromper à ce point-là, peuvent envoyer à ce point-là des gens en prison, mais est-ce qu'on peut encore faire confiance à ce système ?
C'est vrai qu'il faut rester vigilant. En même temps, quand on fait ce qu'il faut, quand on persévère, quand on ne veut pas se laisser abattre par une certaine évidence qui n'a aucune autre certitude que d'apparaître comme étant la seule solution. Multiplier les expertises, je pense qu'il faut en tout cas garder à l'esprit que ça n'est pas parce qu'un médecin a dit que c'était noir que c'est forcément noir. C'est important de le dire. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, maître Florence Rowe a relevé justement cette phrase, et je l'avais vue aussi, de cette femme qui nous dit on nous a fait revivre pendant 8 ans la pire journée de notre vie, sans parler du papa qui est incarcéré, sans parler de ce que doit penser la maman, en disant mais au fond la justice l'a condamné à 8 ans, donc c'est peut-être lui, au fond. Enfin, on imagine tout ce qui peut se passer dans la tête de ce couple. C'est terrible. Tout à fait. Donc là, le processus de deuil est impossible puisqu'ils doivent se confronter non seulement à des choses très graves, c'est-à-dire d'être inculpés sur des chefs d'accusation aussi incroyables, parce qu'il faut penser en fait les répercussions, l'image vis-à-vis de sa propre famille, toutes les personnes qui vont se poser des questions. Donc il y a tout ce travail en fait d'innocence à travers en fait la croyance, la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis en fait de parents qui se sont occupés d'un bébé et qui, semble-t-il, a été tué. Et non seulement, je voulais signifier que pour le papa, l'incarcération a dû être très difficile. C'est-à-dire que les personnes qui sont incarcérées pour viol ou pour infanticide vivent la prison comme une violence extrême. Pourquoi ? Puisque forcément, c'est pas bien vu en prison. C'est-à-dire, si vous êtes un braqueur, si quelque part vous faites des transgressions qui sont honorées dans le milieu carcéral, vous passez une incarcération qui est assez calme. Mais là, dans le contexte, en fait, d'un fantasme, pour le coup, puisque ce n'est pas réel, il aurait tué en fait son enfant. Ça peut être très compliqué, une incarcération, avec ce type de motif. Je précise que vous passez votre temps, puisque c'est surtout en prison que vous travaillez, donc vous en parlez en totale connaissance de cause. Quand quelqu'un qui arrive en prison avec l'accusation d'avoir tué son enfant, qu'est-ce qui se passe ? Il est frappé, maltraité ? Alors, les patients que j'ai pu recevoir en psychothérapie, pour le coup, qui avaient vraiment, qui étaient vraiment passés à l'acte, pendant toute l'incarcération, le travail, ça va être en fait de mentir sur le chef, sur la raison en fait de l'incarcération. Mentir aux autres prisonniers. Ah oui, pas le choix. Parce que si ça se sait, et c'est pour ça qu'ils sont très attentifs aux journalistes, à savoir est-ce qu'on dit mon nom, pas mon nom, parce qu'il y a toujours l'inquiétude qu'un dossier puisse apparaître dans les médias et que le nom puisse laisser à penser que le codétenu, la cellule 27, c'est la personne en fait qui a violé ou qui a tué l'enfant. Donc il y a des représailles et donc effectivement lorsque une personne est incarcérée soit pour viol ou soit pour un infanticide, bagarre, violence, maltraitance, viol, etc., etc. Tout ce qui concerne les enfants, en réalité, quand on arrive en prison et que c'est pour des faits qui touchent à la sécurité des enfants, c'est très très mal vu et il y a une espèce de justice interne qui se fait par les autres. Il y a la loi de la prison en fait. Il y a la loi de ce milieu qui est très particulier et qui est loin d'être un club de vacances. Et on imagine donc ce papa, en fait, qui a perdu son enfant, qui sait que ce n'est pas lui, et la justice le montrera, mais plus tard, et qui va passer 4 mois en prison. Mais comment dans le démontrer ? Cet univers-là. Comment le démontrer ? Je veux dire, je me mets à sa place. C'est Bien vrai sûr. que c'est d'une complexité folle, et je pense qu'il a dû, à certains moments, toucher le désespoir. Il sait ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas tué son enfant. Et en même temps, il y a le poids de cette expertise médicale. Donc c'est quelque chose qui est fort, qui est dans l'esprit des justiciables, quelque chose d'indiscutable. Et c'est compliqué de se dire comment je vais faire. Je ne suis pas médecin, mon avocat n'a peut-être pas les compétences. Vous savez, quand on se retrouve dans ces dossiers-là, on n'est pas chirurgien, on n'est pas médecin, on ne peut pas. Et on ne sait pas comment s'en sortir. C'est à force de voir qu'on arrive à comprendre. Et en plus, alors on imagine l'accompagnement, parce que ce qui est terrible, c'est que souvent quand on les prend en charge dans la prison, c'est-à-dire au SMPR, des consultations pour les patients, donc soit des consultations psychiatriques ou psychologiques, souvent au début, ils sont innocents. Donc ça peut laisser à penser que l'incarcération a été très difficile, puisque même pour les soignants, c'est compliqué le travail avec des personnes qui justement ne reconnaissent pas leurs actes, puisque le début du travail thérapeutique, c'est de leur amener l'idée en fait qu'ils y sont peut-être pour quelque chose. Donc c'est vrai que ça n'a pas dû être
évident pour lui sur plusieurs points quand même, cette incarcération. Ouais, c'est clair. Voilà. On vous rappelle donc que ce papa a été innocenté par la justice après avoir été condamné à 8 ans de prison. Il était accusé d'avoir tué son enfant, syndrome du bébé secoué. En fait, la justice s'est aperçue que c'est l'enfant qui avait une maladie qui fait qu'il était